Sur le marché français de l'occasion, certaines berlines Toyota passent presque inaperçues. Beaucoup d'acheteurs se dirigent immédiatement vers un SUV et acceptent parfois de payer près de 10 000 € supplémentaires, alors que juste à côté, des berlines très intéressantes restent beaucoup plus longtemps en annonce. Et c'est précisément là que se cache une vraie opportunité. Si vous cherchez en 2026 une Toyota d'occasion fiable, confortable et raisonnable à l'achat, il y a 3 modèles que vous devriez absolument connaître avant de signer quoi que ce soit. Ces 3 voitures ont un point commun. Le marché semble les avoir oubliées. On peut trouver des exemplaires d'occasion autour de 25 000 € ou moins selon l'année, la version, le kilométrage et l'état général. Et au lieu de les juger uniquement sur leur équipement ou leur apparence, je préfère les regarder comme le ferait quelqu'un habitué à voir ce qui se passe une fois que la voiture arrive réellement à l'atelier. Avec près de 20 années passées autour de la mécanique automobile, on finit par repérer des détails que les essais classiques mettent rarement en avant. On apprend surtout à distinguer les modèles qui vieillissent correctement de ceux qui commencent à accumuler les mauvaises surprises. Lorsque le compteur monte, vous allez comprendre pourquoi la première place mérite une attention particulière. Toyota a retiré ce modèle de son catalogue sur certains marchés, alors qu'il utilise une base mécanique étroitement liée à l'univers Lexus. Aujourd'hui, certains exemplaires se retrouvent en occasion à des tarifs inférieurs à ceux d'un SUV compact neuf en finition d'entrée de gamme. Pourtant, une grande partie des acheteurs ne pensent même pas à cette voiture. C'est justement ce manque d'intérêt qui peut complètement changer votre manière de chercher une Toyota d'occasion. Pour comprendre pourquoi ces berlines sont devenues aussi discrètes, il faut regarder ce qui s'est passé sur le marché ces dernières années. Les SUV ont capté une énorme partie de l'attention du public, pendant que les berlines perdaient progressivement du terrain. Résultat, sur le marché de l'occasion, certaines très bonnes berlines attirent beaucoup moins d'acheteurs qu'auparavant. Elles peuvent rester plus longtemps chez les professionnels, ce qui peut laisser davantage de marge pour discuter le prix, sans que leur fiabilité ou leur qualité de fabrication ait forcément changé. Une voiture ne devient pas moins intéressante mécaniquement simplement parce qu'une autre silhouette est devenue plus tendance. La popularité commerciale et la qualité technique ne vont pas toujours dans la même direction. Et c'est exactement pour cette raison que ces 3 Toyota peuvent représenter de bien meilleures affaires qu'on ne l'imagine au premier regard. Pour les conducteurs plus âgés, l'intérêt peut être encore plus évident. Une berline confortable, facile à prendre en main, agréable sur la route et capable d'accumuler les kilomètres sans multiplier les dépenses peut avoir beaucoup plus de sens qu'un véhicule acheté uniquement parce que la catégorie SUV est actuellement plus populaire. Et sur ce point, les modèles dont nous allons parler ont plusieurs arguments très solides. Mais avant d'acheter, il y a une vérification que vous ne devez surtout pas négliger. Plusieurs Toyota produites durant certaines années ont été concernées par des campagnes de rappel liées à la pompe à carburant. Sur certains véhicules concernés, cette pièce pouvait rencontrer un dysfonctionnement et provoquer une perte de puissance, voire l'arrêt du moteur dans certaines situations. Lorsque l'intervention prévue par le constructeur a déjà été effectuée, elle ne représente généralement pas une dépense supplémentaire pour le propriétaire. Et ne vous contentez donc jamais d'une simple affirmation du vendeur. Avant l'achat, récupérez le numéro d'identification du véhicule et faites vérifier auprès du réseau Toyota ou via les services officiels de rappel applicables en France si toutes les campagnes concernant cette voiture ont bien été réalisées. Cette démarche prend peu de temps, ne coûte généralement rien et peut vous éviter de découvrir un problème important une fois la voiture déjà dans votre garage. Gardez bien ce détail en mémoire, car il va redevenir important un peu plus loin. Voyons maintenant quelles sont ces 3 berlines Toyota que beaucoup d'acheteurs laissent passer sans même les considérer, en commençant par la 3e place. À la 3e place, on retrouve la Toyota Corolla de 12e génération, plus précisément les exemplaires produits entre 2020 et 2024. Et si votre priorité est de garder les dépenses automobiles sous contrôle, cette berline mérite beaucoup plus d'attention que son image très discrète pourrait le laisser penser. Dans sa catégorie, elle fait partie des voitures capables de conserver des frais d'entretien particulièrement raisonnables. Avec elle, la question n'est souvent pas de savoir quelle grosse intervention vous attend, mais plutôt combien de temps elle pourra continuer à rouler avant de réclamer autre chose que l'entretien courant. Il y a environ un mois, une Corolla de 2022 est arrivée à l'atelier avec près de 72 000 km au compteur. Sa propriétaire avait remarqué une petite secousse à basse vitesse, généralement entre 24 et 32 km/h. Comme il s'agissait de sa toute première voiture, elle imaginait déjà le scénario le plus coûteux. Un problème sérieux au niveau de la transmission. Nous avons donc commencé par brancher l'outil de diagnostic. Aucun code défaut, aucun témoin inquiétant et rien d'anormal enregistré dans le calculateur. Pourtant, une fois sur la route, le phénomène était facile à reproduire. La légère hésitation apparaissait précisément au moment où la transmission directe Shift CVT changeait de mode de fonctionnement. C'est là qu'il faut comprendre que cette boîte ne se comporte pas exactement comme un variateur classique. Lors des premiers mètres, elle s'appuie sur un rapport mécanique destiné au démarrage. Ensuite, le système à variation continue prend le relais. Sur certains exemplaires ayant déjà accumulé un certain kilométrage, cette transition peut devenir légèrement moins douce qu'auparavant. Dans notre cas, nous avons remplacé le fluide de transmission puis effectué un nouvel apprentissage électronique de la boîte.
Le comportement a immédiatement retrouvé sa douceur normale. L'intervention représentait environ 150 à 200 €. À l'inverse, un conducteur persuadé dès le départ que toute la transmission est hors service peut facilement se retrouver à envisager une facture bien plus importante que nécessaire. Il y a également un détail que de nombreux essais automobiles abordent trop rapidement. Toutes les motorisations proposées sur la Corolla ne répondent pas exactement aux mêmes priorités. Pour un conducteur qui cherche avant tout de la tranquillité, de la simplicité et un risque d'entretien limité sur le long terme, le choix du moteur mérite donc un peu d'attention. Le bloc essence d'environ 1,8 litres privilégie une architecture relativement éprouvée. Son système d'alimentation contribue notamment à limiter certains dépôts au niveau de l'admission, ce qui peut devenir intéressant lorsque les kilomètres commencent à s'accumuler. Le moteur dynamique force de 2 litres offre davantage de répondants et des performances supérieures, mais sa gestion de l'injection est également plus élaborée. Comme toujours avec des mécaniques plus complexes, l'état d'entretien devient particulièrement important sur les voitures fortement kilométrées. Des dépôts peuvent apparaître avec le temps dans certaines parties de l'admission, même si cela ne signifie évidemment pas que tous les exemplaires rencontreront ce phénomène. Et si un moteur commence un jour à présenter un ralenti irrégulier ou des ratés de combustion, un nettoyage du circuit d'admission peut parfois devenir nécessaire. Selon le travail à effectuer, la facture peut alors atteindre plusieurs centaines d'euros. Pour quelqu'un qui parcourt nettement moins de 20 000 km par an et qui n'a pas besoin de performances particulièrement élevées, une motorisation plus simple peut donc constituer un choix très cohérent. Évidemment, sur autoroute, les reprises seront moins vigoureuses qu'avec la version la plus puissante. Mais en échange, on profite d'une mécanique discrète, économique et particulièrement facile à vivre au quotidien. Sur le marché français de l'occasion, une Corolla de 2021 peut aujourd'hui se trouver sous la barre des 20 000 € selon sa motorisation, son niveau d'équipement, son kilométrage et son état. Face au prix demandé pour de nombreux SUV compacts neufs, l'écart peut devenir considérable, alors que vous restez au volant d'une Toyota moderne dont la mécanique est largement éprouvée. Son historique en matière de fiabilité joue également en sa faveur. La Corolla fait partie de ces modèles qui se distinguent rarement par des factures mécaniques hors normes. Cela ne veut évidemment pas dire qu'aucune pièce ne tombera jamais en panne. Aucune voiture ne peut offrir cette garantie. Mais face à de nombreuses concurrentes compactes, le risque de rencontrer des dépenses particulièrement lourdes reste généralement contenu lorsque l'entretien a été correctement suivi. Si vous examinez plus particulièrement une Corolla de 2022, il existe aussi une vérification extrêmement simple que vous pouvez réaliser avant même l'essai routier. Ouvrez le capot et assurez-vous que les connexions de la batterie sont parfaitement serrées. Sur certains véhicules, des difficultés de démarrage ont parfois été liées non pas à une panne majeure, mais simplement à une connexion de batterie insuffisamment fixée. Le contrôle demande quelques secondes. Manipulez doucement les deux cosses afin de vérifier qu'elles ne présentent aucun jeu. Si l'une d'elles bouge, elle doit être correctement resserrée. C'est un détail minuscule, mais il peut vous éviter de croire à une panne sérieuse le jour où la voiture décide de ne pas démarrer sur un parking. Alors, à quel type de conducteur cette Corolla convient-elle le mieux ? À celui qui souhaite réduire ses coûts d'utilisation, qui ne parcourt pas des distances énormes chaque année et qui veut une voiture compacte, facile à placer en ville et simple à stationner. Sa consommation renforce encore cet avantage. Selon la version et les conditions de conduite, rester nettement sous les 6 litres au 100 km sur certains trajets est tout à fait envisageable. C'est précisément le genre de voiture que l'on apprécie quand on veut simplement monter à bord le matin, appuyer sur le bouton de démarrage et partir sans avoir constamment une nouvelle préoccupation mécanique en tête. La Corolla n'essaie pas de transformer chaque trajet en événement. Elle cherche surtout à rendre l'utilisation quotidienne aussi simple que possible. Et la sécurité constitue un autre argument intéressant. Sa conception relativement moderne, ses différentes aides à la conduite et ses bons résultats obtenus lors de tests de sécurité en font une proposition rassurante pour ceux qui veulent un véhicule facile à prendre en main sans renoncer aux équipements essentiels. Mais elle ne conviendra pas à tout le monde. Si vous transportez régulièrement beaucoup de bagages, si vous passez énormément de temps à vitesse élevée sur autoroute ou si vous recherchez avant tout une ambiance très haut de gamme avec une isolation acoustique poussée, un modèle plus grand aura probablement davantage de sens. C'est justement ce qui rend la Corolla intéressante. Elle ne cherche pas à impressionner votre voisin ni à donner l'impression d'être plus prestigieuse qu'elle ne l'est. Son rôle est beaucoup plus simple, démarrer chaque jour, consommer peu et continuer à faire son travail pendant des années. Et si je devais en chercher une, je privilégierais donc une version raisonnablement équipée, avec une motorisation adaptée à mon utilisation, un historique d'entretien complet et toutes les campagnes de rappel déjà effectuées. Je ne repousserai pas inutilement les vidanges, je prendrai au sérieux l'entretien de la transmission lorsqu'il est nécessaire et je vérifierai systématiquement le numéro d'identification du véhicule avant l'achat. Avec ces précautions, vous pouvez vous retrouver avec une Toyota tellement discrète et prévisible au quotidien que vous finirez presque par oublier qu'elle existe dans votre garage. Si cette troisième place vous semble déjà logique, la deuxième réserve une situation encore plus intéressante. Car avec la Camry, l'évolution du marché a complètement changé la manière dont certains exemplaires d'occasion doivent être regardés, et beaucoup d'acheteurs français ne s'en rendent toujours pas compte.
À la deuxième place, voici la Toyota Camry de génération 1570. Pour la France, il faut surtout s'intéresser aux exemplaires commercialisés à partir de 2019. Et il y a un détail essentiel à comprendre avant d'aller plus loin. Il ne faut surtout pas prendre comme référence les Camry que l'on voit dans les contenus consacrés au marché nord-américain. En Europe, et notamment en France, la carrière de cette génération a suivi une trajectoire bien différente. Alors qu'outre-Atlantique la gamme proposait plusieurs mécaniques essence, dont un 6 cylindres, la Camry que l'on connaît principalement en France est la version hybride de 2,5 litres. Et loin d'être une concession, cette motorisation est justement l'une des raisons pour lesquelles cette berline mérite aujourd'hui autant d'attention. Elle permet de profiter d'une grande routière confortable sans forcément accepter le prix d'achat et la complexité mécanique que l'on associe souvent aux berlines premium européennes. Toyota a ensuite retiré la Camry de son catalogue français. Et cette disparition lui a donné une position assez particulière sur le marché de l'occasion. Beaucoup d'automobilistes connaissent le nom Camry, mais au moment de chercher une grande berline d'occasion, leur recherche se dirige spontanément vers une Volkswagen Passat, une Mercedes Classe E, une BMW Série 5 ou, de plus en plus souvent, vers un SUV. La Toyota reste alors dans l'ombre. Pour l'acheteur qui sait exactement ce qu'il cherche, ce manque d'attention peut jouer en sa faveur. Il y a quelque temps, j'ai justement eu entre les mains une Camry hybride de 2020 affichant un peu plus de 140 000 km. Son propriétaire l'utilisait quotidiennement pour de longs déplacements domicile-travail, avec une bonne dose de circulation urbaine et de nombreux arrêts. Ce qui l'inquiétait, c'était une sensation légèrement inhabituelle lorsque la voiture passait de la propulsion électrique au fonctionnement du moteur essence. Dans son esprit, le diagnostic était presque déjà établi. La transmission commençait à avoir un problème, et il s'attendait à une intervention coûteuse. Pourtant, les contrôles ont raconté une histoire complètement différente. Aucun code défaut préoccupant n'était enregistré, rien n'indiquait une défaillance mécanique sérieuse, et pendant l'essai routier, le fonctionnement général du système hybride était cohérent. Après avoir vérifié l'entretien ainsi que les éléments électroniques concernés, rien ne justifiait de remplacer la transmission. C'est exactement pour cette raison qu'il faut bien distinguer la Camry européenne de certaines versions étrangères. Et la Camry hybride que l'on rencontre chez nous n'utilise pas une boîte automatique conventionnelle à 8 rapports. Toyota l'a équipée d'une transmission hybride à variation continue pilotée électroniquement, dont le fonctionnement est très différent d'une boîte automatique traditionnelle. Il n'y a pas cette succession classique de changements de rapport avec toute la mécanique que cela implique. Pour un véhicule destiné à accumuler les kilomètres, cette conception mérite clairement d'être prise en considération. Sous le capot, un 4 cylindres essence de 2,5 litres travaille avec la partie électrique pour développer environ 218 chevaux. Ce chiffre ne fera probablement pas rêver quelqu'un qui recherche une berline sportive, mais ce n'est pas l'objectif. Dans la circulation quotidienne, les performances sont largement suffisantes, et c'est surtout en ville que l'hybridation montre tout son intérêt. Au démarrage, la voiture peut se déplacer en électrique lorsque les conditions le permettent. Le moteur thermique intervient ensuite automatiquement, puis une partie de l'énergie est récupérée pendant les phases de décélération. Tout cela se déroule sans demander au conducteur de gérer différents modes compliqués. Vous prenez place, vous démarrez et vous conduisez. Pour quelqu'un qui souhaite profiter des avantages d'une motorisation électrifiée sans devoir organiser sa journée autour d'une recharge, cette simplicité constitue un argument majeur. Le moteur lui-même est également intéressant. Le 4 cylindres dynamique force de 2,5 litres a été pensé pour fonctionner en étroite collaboration avec le système hybride. Autre détail appréciable pour un propriétaire qui compte garder longtemps sa voiture. La distribution utilise une chaîne plutôt qu'une courroie nécessitant un remplacement périodique classique. Mais l'intérêt principal vient de la manière dont les deux sources de puissance se répartissent le travail. Dans les embouteillages et lors des déplacements urbains, le moteur électrique peut régulièrement intervenir et éviter au bloc essence de devoir assurer seul toutes les phases de déplacement. Sur plusieurs années d'utilisation, cette architecture contribue à rendre l'ensemble particulièrement adapté à un usage quotidien intensif. Si je cherchais une Camry d'occasion en France, je ne perdrais donc pas mon temps à essayer de dénicher une rare version 6 cylindres importée d'Amérique du Nord. La 2,5 litres hybride correspond beaucoup mieux à l'offre que nous avons connue sur le marché français et c'est celle sur laquelle je concentrerai mes recherches. C'est au moment de regarder les annonces que l'histoire devient encore plus intéressante. Selon l'année, le kilométrage, la finition et l'état général, les Camry 1570 d'occasion peuvent se retrouver dans une zone tarifaire située approximativement entre 20 000 et 30 000 euros. Les voitures ayant beaucoup roulé peuvent descendre plus bas, tandis que les exemplaires récents, faiblement kilométrés et particulièrement bien entretenus peuvent évidemment dépasser cette fourchette. Comparez maintenant ce que cette somme permet d'acheter parmi les grandes berlines premium européennes. Avec la Camry, vous obtenez une voiture proche des 5 mètres de longueur, une vraie habitabilité aux places arrière, un coffre généreux, une suspension privilégiant le confort et une motorisation hybride capable de contenir sa consommation. Et surtout, vous évitez une partie des équipements mécaniques extrêmement sophistiqués qui peuvent transformer l'entretien d'une ancienne berline haut de gamme en une succession de factures à 4 chiffres. Pour les conducteurs plus âgés, cette philosophie prend encore davantage de sens.
L'accès à bord reste agréable, les sièges privilégient le confort et les commandes sont relativement faciles à comprendre. La visibilité est également correcte pour une voiture de ce gabarit. Et sur la route, la suspension ne cherche pas à vous convaincre que vous conduisez une sportive. Et la Camry n'a jamais été conçue pour attaquer chaque virage comme si vous étiez sur un circuit. Sa mission est beaucoup plus simple, transporter ses occupants confortablement, avec douceur et sans transformer chaque trajet en exercice de conduite sportive. Cela semble peut-être moins spectaculaire sur une fiche technique, mais après plusieurs heures de route, cette tranquillité peut valoir beaucoup plus que quelques dixièmes gagnés lors d'une accélération. Cela dit, acheter une Camry d'occasion les yeux fermés serait une erreur. Il existe plusieurs contrôles que je considérerais comme indispensables. Le premier concerne la batterie hybride. Demandez un contrôle du système haute tension et assurez-vous que l'historique d'entretien peut être retracé correctement. Entre une voiture légèrement plus chère dont le suivi est parfaitement documenté et une autre affichée à prix cassé mais entourée de zones d'ombre, je choisirais presque toujours la première. Ensuite, essayez de voir la voiture lorsqu'elle est complètement froide. L'idéal est de prendre rendez-vous le matin et de demander au vendeur de ne pas démarrer le véhicule avant votre arrivée. Observez le fonctionnement au démarrage, écoutez attentivement les éventuels bruits inhabituels, puis effectuez un essai d'au moins 10 à 15 minutes comprenant de la circulation urbaine. Concentrez-vous notamment sur la transition entre propulsion électrique et moteur essence. Le fait que le moteur thermique démarre puis s'arrête régulièrement fait partie du fonctionnement normal de l'hybride. En revanche, des secousses importantes, des bruits franchement inhabituels ou l'apparition de messages d'alerte doivent pousser à approfondir le diagnostic. Il faut également regarder les freins avec attention, même si cela peut sembler paradoxal sur une voiture hybride. Une partie des ralentissements est assurée par la récupération d'énergie, ce qui signifie que les freins mécaniques ne travaillent pas toujours autant que sur une voiture essence classique. Mais une utilisation moins fréquente ne signifie pas qu'ils peuvent être oubliés. Sur une voiture ayant effectué beaucoup de petits trajets ou étant restée régulièrement immobilisée, il faut surveiller la corrosion ainsi qu'une éventuelle usure irrégulière. Regardez ensuite sous la voiture. En France, selon la région où le véhicule a circulé, l'humidité, les conditions hivernales et le sel utilisé sur certaines routes peuvent laisser des traces avec les années. Une Camry mécaniquement excellente devient tout de suite moins séduisante si son soubassement a été négligé. Pour les exemplaires les plus anciens, une inspection sur un pont élévateur avant l'achat est donc une excellente précaution. Et n'oubliez pas les campagnes de rappel. Avec le numéro d'identification du véhicule, demandez à Toyota de confirmer que toutes les interventions prévues pour cet exemplaire ont été effectuées. Cela prend peu de temps et vous évite de découvrir une campagne encore ouverte après avoir récupéré les clés. Alors, quel profil d'automobiliste devrait réellement regarder cette Camry? D'abord, celui qui trouve la Corolla trop compacte mais qui n'a aucune envie de supporter la complexité d'une grande berline de luxe. Ensuite, le conducteur qui effectue régulièrement de longs trajets et place le confort très haut dans ses priorités. Elle convient aussi parfaitement à quelqu'un qui souhaite une hybride essence économique sans avoir à brancher son véhicule tous les soirs. Mais son meilleur argument concerne peut-être les propriétaires qui achètent une voiture avec l'intention de la conserver pendant de nombreuses années. Bien sûr, tout le monde ne tombera pas sous son charme. Si vous recherchez des sensations très sportives, d'autres berlines seront plus démonstratives. Et si votre priorité absolue est d'avoir le système multimédia le plus récent ou une présentation intérieure digne des dernières grandes berlines premium allemandes, la Camry pourra vous sembler plus conservatrice. Mais elle ne cherche justement pas à devenir une Mercedes classe E ou une BMW série 5 moins chère. Et sa recette est différente, offrir de l'espace, privilégier le confort, maîtriser la consommation et rendre la vie du propriétaire aussi simple que possible. C'est cette cohérence qui rend la Camry tellement intéressante sur le marché de l'occasion. Personnellement, je rechercherais une Camry 2,5 litres hybride soigneusement entretenue, accompagnée d'un historique complet, d'un contrôle du système hybride rassurant et d'un passé parfaitement identifiable. Je préférerais payer un peu plus pour une voiture propre plutôt que de choisir automatiquement l'annonce la moins chère dans un rayon de 500 km. À la première place, je retiens la Lexus ES 300h de 7e génération, avec un intérêt particulier pour les exemplaires commercialisés en France à partir de 2019. Cette fois, nous quittons officiellement le badge Toyota pour entrer dans l'univers premium du groupe. Pourtant, malgré son positionnement plus haut de gamme, cette Lexus reste étonnamment absente des recherches de nombreux acheteurs. Pendant que beaucoup comparent automatiquement une Mercedes classe E, une BMW série 5, une Audi A6 ou différents SUV, le S300h reste souvent en retrait. Et c'est dommage, car elle propose une combinaison devenue assez rare. Le confort d'une véritable routière associée à une motorisation hybride relativement simple à utiliser au quotidien. C'est précisément cette combinaison qui lui permet de prendre la tête de cette sélection. Je me souviens notamment d'une ES 300h de 2020 passée à l'atelier avec environ 85 000 km. La voiture était propre, correctement conservée et n'avait connu qu'un seul propriétaire. Celui-ci avait remarqué que, lorsque la voiture était froide, le moteur essence semblait intervenir plus souvent qu'auparavant.
Et comme cela arrive fréquemment avec les hybrides, son esprit est immédiatement parti vers l'hypothèse la plus coûteuse, une batterie haute tension en fin de parcours et plusieurs milliers d'euros à prévoir. Mais face à ce genre de situation, deviner ne sert à rien. Il faut contrôler. Nous avons donc analysé la batterie hybride, comparé les tensions des différents éléments, inspecté son système de refroidissement et terminé par un essai routier. Résultat, le système haute tension fonctionnait correctement. La véritable explication était beaucoup moins inquiétante. Plusieurs opérations d'entretien avaient simplement été repoussées plus longtemps qu'elles n'auraient dû l'être. Une fois l'entretien remis à niveau, la Lexus a retrouvé son comportement habituel. C'est une bonne illustration d'une erreur fréquente avec les véhicules hybrides. Dès que le moteur thermique semble fonctionner différemment, certains propriétaires imaginent immédiatement que la batterie principale est en cause. Quelques recherches sur Internet suffisent ensuite pour tomber sur les scénarios les plus coûteux. Pourtant, avant de remplacer quoi que ce soit, un diagnostic précis reste de très loin la meilleure décision. Sous le capot de cette Lexus se trouve un 4 cylindres essence de 2,5 litres fonctionnant selon le cycle Atkinson et associé à une motorisation électrique. L'ensemble développe 218 chevaux, soit environ 160 kW. Et pour une grande berline de ce gabarit, la consommation peut rester proche des 5 litres au 100 km dans de bonnes conditions d'utilisation. Mais les chiffres de puissance ne sont pas la partie la plus intéressante de cette mécanique. Ce qui compte réellement, c'est la façon dont Lexus a conçu l'ensemble. Vous ne trouverez pas ici une boîte automatique traditionnelle comptant 8 ou 9 rapports. Le S300H utilise la transmission électronique du système hybride Lexus, avec un fonctionnement à variation continue. Elle ne passe donc pas constamment d'un rapport mécanique à un autre comme le ferait une boîte conventionnelle. En ville, cette architecture prend tout son sens. Lorsque les conditions le permettent, la partie électrique accompagne ou assure le déplacement à faible vitesse. Pendant les ralentissements, l'énergie est récupérée, tandis que le moteur essence intervient automatiquement lorsque le système estime qu'il est nécessaire. Et surtout, vous n'avez rien de particulier à organiser. Pas besoin de brancher la voiture chaque soir. Pas besoin non plus de modifier vos déplacements pour trouver une borne disponible. Vous faites simplement le plein d'essence comme avec une voiture traditionnelle, tandis que le véhicule gère lui-même l'utilisation de son système hybride. Pendant vos trajets. Pour un conducteur plus âgé qui souhaite réduire sa consommation sans devoir adopter les habitudes d'utilisation d'une voiture rechargeable, cette simplicité peut faire une énorme différence. Mais voici ce qui rend le S300H particulièrement intéressant à mes yeux. Une fois installé à son bord, il est difficile de croire au prix de certains exemplaires d'occasion. En France, les tarifs varient évidemment énormément selon l'année, le kilométrage, la finition et l'historique. Mais lorsque l'on commence à comparer le S avec des berlines premium allemandes équivalentes plutôt qu'avec une Toyota Corolla, son positionnement devient beaucoup plus logique. Parce que comparer cette Lexus à une Corolla n'aurait pas vraiment de sens. Mettez-la plutôt face à une Mercedes classe E, une BMW série 5 ou une Audi à 6 d'âge et d'équipements similaires. C'est à ce moment-là que l'équation devient beaucoup plus intéressante. Selon la finition, vous pouvez profiter d'une sellerie haut de gamme, de sièges à réglage électrique, d'une excellente habitabilité arrière et surtout d'un habitacle conçu pour limiter la fatigue sur les longs déplacements. Le groupe Motopropulseur suit exactement la même philosophie. Il n'a pas été développé pour transformer chaque départ au feu rouge en démonstration de puissance. Le S cherche avant tout à rendre le trajet reposant. Et il suffit généralement de quelques kilomètres pour comprendre cette philosophie. Les irrégularités de la chaussée sont bien filtrées, la direction demande peu d'efforts et, à faible vitesse, la voiture peut évoluer dans une ambiance particulièrement calme lorsque la partie électrique est sollicitée. Sur autoroute, son caractère de grande routière devient encore plus évident. Là où une petite voiture peut devenir fatigante après plusieurs heures, cette Lexus est précisément dans son élément. C'est le genre de berline dont on descend après un long trajet sans avoir l'impression d'avoir passé plusieurs heures à lutter avec sa voiture. Et la sécurité est également à la hauteur du positionnement du modèle. Le S a obtenu 5 étoiles aux essais Euro NCAP, et selon l'année ainsi que la finition, elle peut disposer d'équipements comme le régulateur de vitesse adaptatif, l'assistance au maintien dans la voie, différents systèmes de prévention des collisions et le freinage automatique d'urgence. Pourtant, lorsqu'on avance en âge, certains avantages beaucoup plus simples peuvent compter autant que toute cette électronique. Les portières offrent une ouverture généreuse. L'installation à bord est relativement facile et l'assise n'impose pas cette position extrêmement basse que l'on retrouve dans certaines berlines à vocation sportive. Les sièges sont suffisamment accueillants pour les longs voyages tout en maintenant correctement le corps. Et à l'arrière, des adultes peuvent réellement voyager dans de bonnes conditions. Cela paraît presque trop banal pour être mentionné. Mais lorsqu'on a déjà essayé de sortir d'un coupé très bas ou d'une voiture dotée de sièges extrêmement enveloppants avec une mobilité moins importante qu'autrefois, on comprend immédiatement pourquoi ces petits détails comptent. Le coffre offre également suffisamment d'espace pour les courses, les bagages et les départs en voyage. Le S n'a pas été dessiné pour paraître agressif sur une fiche commerciale. Toute sa conception privilégie son rôle de grande berline confortable. Mais même si cette Lexus occupe la première place, je n'en achèterai jamais une sans effectuer plusieurs vérifications. Et la première concerne évidemment le système hybride. Demander un véritable contrôle du circuit haute tension. L'absence d'un voyant au tableau de bord ne suffit pas.
L'objectif est de connaître l'état général du système, de vérifier la cohérence des valeurs mesurées, de rechercher d'éventuels défauts enregistrés et de s'assurer que le refroidissement de la batterie fonctionne correctement. Ensuite, examiner l'historique d'entretien. Sur une voiture de cette catégorie, je préférerais largement dépenser environ 2000 € supplémentaires pour un exemplaire parfaitement documenté plutôt que de sélectionner la Lexus la moins chère trouvée en ligne. Une couleur extérieure séduisante ne compensera jamais plusieurs années d'entretien impossible à retracer. Le démarrage à froid constitue également un excellent test. Essayez de voir la voiture avant qu'elle n'ait roulé dans la journée. Démarrez-la réellement froide et écoutez attentivement lorsque le moteur essence entre en fonctionnement. Le passage du mode électrique au moteur thermique peut évidemment être perceptible, mais des vibrations excessives, des bruits métalliques anormaux ou des messages d'alerte ne doivent pas être considérés comme normaux. Ensuite, ne vous contentez surtout pas d'un tour de 5 minutes autour du garage. Roulez pendant au moins 15 à 20 minutes. Passez par de la circulation urbaine. Prenez ensuite une route départementale. Si les conditions le permettent, ajoutez quelques kilomètres d'autoroute. Pendant tout l'essai, observez surtout la manière dont la partie électrique et le moteur essence travaillent ensemble. Le meilleur signe est justement de ne presque plus penser au système hybride. Tout doit fonctionner discrètement en arrière-plan, sans réclamer constamment votre attention. Une inspection sous la voiture est également fortement recommandée. En France, un véhicule ayant passé plusieurs années dans une région où les routes sont régulièrement salées en hiver peut présenter un état très différent d'un exemplaire ayant toujours circulé dans un climat plus doux. L'état du soubassement doit donc être contrôlé en fonction de l'historique et de la région d'utilisation. Et comme pour les autres modèles de cette sélection, utilisez le numéro d'identification du véhicule pour vérifier que les éventuelles campagnes de rappel et opérations constructeurs ont bien été effectuées. Quelques minutes de vérification peuvent éviter beaucoup de démarches après l'achat. Alors, à qui cette Lexus correspond-elle vraiment? À celui qui privilégie le confort plutôt qu'une image sportive. À quelqu'un qui souhaite une grande berline mais qui ne veut pas nécessairement passer au diesel. Elle convient aussi très bien aux conducteurs qui passent régulièrement par la ville et peuvent profiter du fonctionnement hybride. Elle est également intéressante pour ceux qui veulent une voiture électrifiée sans avoir à recharger quotidiennement. Un hybride rechargeable. Et surtout, elle prend encore plus de sens pour quelqu'un qui envisage de conserver son prochain véhicule pendant de nombreuses années. Plus vous comptez la garder longtemps, plus la philosophie de cette Lexus devient cohérente. Cela ne signifie pas pour autant qu'elle conviendra à tout le monde. Et si vous avez absolument besoin de 4 roues motrices sur cette génération, il faudra regarder une autre configuration ou un autre modèle. Si vous souhaitez être installé très haut au-dessus de la route, un SUV répondra mieux à vos attentes. Si votre définition du plaisir automobile passe par une suspension ferme, des réactions très sportives et une sonorité moteur omniprésente, le S300H risque de vous sembler beaucoup trop sage. Parce qu'elle ne cherche pas à être spectaculaire. Elle cherche plutôt à supprimer autant de contraintes que possible de vos déplacements. C'est exactement la raison pour laquelle je la place en tête. Si je devais choisir, je chercherais une Lexus ES300H de 2021 ou 2022, soigneusement entretenue, avec un historique complet, un contrôle hybride rassurant et une provenance clairement documentée. Vous obtenez alors une grande berline premium de presque 5 mètres, équipée d'un système hybride de 2,5 litres développant 218 chevaux, capable de conserver une consommation remarquablement raisonnable pour son gabarit, et doté d'un habitacle réellement pensé pour les longues distances. Selon la configuration, les valeurs WLTP peuvent tourner autour de 5,2 litres au 100 km. Maintenant, regardez la logique de notre classement. À la 3e place, nous avions la Corolla, compacte, économique et conçue pour rester aussi simple à vivre que possible.